Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bonjour et soyez les bienvenus sur votre chaîne Santé SOS Docteur TV, surtout dans votre émission Les Jeunes en parlent. Votre émission qui aborde sans tabou de toutes les thématiques qui touchent la population en général et surtout les jeunes. Aujourd'hui, nous avons envie de décortiquer d'une thématique très importante pour moi surtout. Il s'agit donc de comprendre, parce que chaque année, nous décomptons de milliers d'avortements clandestins. Et ça, ce n'est pas seulement au sein des adolescents et des jeunes, mais lorsque nous prenons également des couples mariés, il y en a de ces femmes, voire même de ces hommes qui poussent donc ces femmes à commettre ce délit qui peut malheureusement se conclure avec la perte des vies humaines, pas seulement de l'enfant qu'on veut enlever, mais également de la maman qui porte. L'on se pose la question et plusieurs institutions, plusieurs pays sont arrivés à comprendre la thématique et à instaurer l'avortement sécurisé dans leurs cliniques, dans leurs hôpitaux, dans leurs États. Mais il y en a également de certains pays, de certaines coutumes, de certaines cultures qui sont toujours réticents face à cette thématique parce qu'il s'agirait donc de tuer une vie humaine. Alors aujourd'hui, on aimerait bien comprendre les contours de cette politique et de savoir si cela nous ferait beaucoup plus de bénéfices ou beaucoup plus de mal. Et ce sera avec mes invités de qui sont à la fois des activistes SSR, qui sont des médecins dans la matière et qui comprennent plus ou moins les droits humains. Et donc, cette question, elle le tient en cœur comme cela me tient également à cœur. Alors, je vous l'ai fait découvrir et on va donc se retrouver tout à l'heure pour un débat très intéressant. N'hésitez pas à partager avec nous votre avis sur la question, ce que vous pensez et également les expériences que vous en avez. Alors, sur ce plateau aujourd'hui, nous sommes avec Amdia Katirika. Bonjour Amdia. Bonjour Dorcas. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Ça va bien. J'espère que ça se passe bien le carême et que tu pries pour nous. Toujours. Alors Amdia est donc la présidente de l'association Empower Ladies. Qu'est-ce que vous faites au niveau de l'Empower Ladies? Aujourd'hui, en 2024, quelque part dans un village du Togo, une fille manque l'école parce qu'elle n'a pas une serviette jetable ou réutilisable à placer avant d'aller à l'école. Et du coup, nous produisons également les serviettes hygiéniques réutilisables que nous distribuons gratuitement aux adolescentes dans les milieux ruraux. Et ça dépend des régions qui ont facilement accès à l'eau. On leur offre des serviettes jetables et les régions qui n'ont pas facilement accès à de l'eau, on leur offre des serviettes. Ceux qui ont facilement accès à l'eau, on leur donne des serviettes réutilisables et ceux qui sont dans le cas contraire, on leur offre des serviettes jetables pour permettre à toutes les deux catégories de pouvoir s'autonomiser en fait sur le plan menstruel, sur le plan menstruel tout simplement. C'est très important. Je pense que c'est vraiment un bon combat. Et nous sommes également avec Dr Ingrid Kenyé, elle est gynécologue obstétricienne. Elle est également activiste en matière de santé sexuelle et reproductive et planification familiale. Bonjour Dr Ingrid. Toujours avec un réel plaisir que j'accepte vos invitations et puis et un panel assez riche. Je sais que je vais apprendre beaucoup de choses encore aujourd'hui. Merci beaucoup. Elle est humble comme ça, on dirait même pas que ça là. C'est bac plus 12, bac plus 15 que vous voyez comme ça. Eh Seigneur, humilité comment? Alors, il est donc homme et on le critique beaucoup plus parce qu'il est tout le temps entouré de femmes et il n'hésite pas à lutter vraiment pour que chaque femme puisse jouir de ses droits fondamentaux. Il est activiste pour les droits humains et il est également féministe. Ouais, c'est ça. Il s'appelle donc Eric Tonto. Bonjour Eric, comment tu vas? Bonjour Docteur, tu vas bien? Eric Tonto Sourou. Oui. Sourou, la salut, c'est tellement à cœur. J'ai dit ça, Sourou. C'est très important. Comment tu vas, monsieur le féministe? Je vais très bien, j'espère que tu vas bien aussi. Je vais bien, j'espère qu'on ne te lynche plus trop comme ça. Est-ce que ça peut s'arrêter? Je ne crois pas, parce que chaque jour que nous revenons, nous faisons notre combat à nous. Mais il y a toujours des gens devant qui ne seront pas contents et justement qui auront à dire ce qu'ils ont à dire. Eux aussi, c'est leur mission et pour moi, ça nous renforce encore dans notre lutte parce que ça nous montre que oui, il y a quelque chose il faudrait changer. D'accord, c'est bien. Nous sommes contents. Ça nous fait du bien de savoir qu'il y a des hommes qui comprennent et qui acceptent de combattre avec nous. C'est un réel plaisir. Alors, lorsque nous parlons de l'avortement sécurisé, qu'est-ce que cela te dit personnellement? Oui, quand on parle de l'avortement sécurisé, c'est justement deux aspects. Bon, le docteur va expliquer plus en détail, mais pour moi, c'est sur deux aspects. Et le premier aspect, c'est, quand on parle de l'avortement sécurisé, c'est de pouvoir dépénaliser
l'avortement, je parle en tant que défenseur des droits humains, éducateur aux droits humains, c'est de pouvoir dépénaliser l'avortement et de pouvoir laisser le libre choix comment on l'appelle, aux gens d'avorter quand elles veulent ou quand elles décident ou dans les conditions qui sont les leurs. Deuxième option, c'est justement aussi sur l'aspect médical. L'avortement sécurisé, c'est l'avortement qui est accompagné par les spécialistes du domaine, par les médecins formés dans ce domaine-là et qui sont exécutés, bon, je dis, ils sont les avortements là, dans les conditions requises. Parce que si je vais faire une étude comparative à l'avortement non sécurisé, justement, parce que ces avortements, on les appelle les avortements clandestins, qui amènent justement les décès, parce que ceux qui le font souvent ne sont pas formés dans le cas, eux aussi dans les conditions où ces avortements se font. Donc, pour moi, déjà, j'avais dit 2 aspects, donc je suis déjà allé dans 3 aspects. Dépénaliser, ou donner une liberté à ce qu'on avorte, et former les médecins, c'est quelque chose qui est bien encadré, qui doit être bien encadré, et aussi avec les spécialistes compétents dans un cadre aussi qui pourrait le permettre aussi. D'accord, super. Alors Hamdia, qu'est-ce que toi cela t'évoque? Lorsqu'on parle d'avortement sécurisé, tu penses directement à quoi? Je pense directement à un avortement fait dans les normes. Et quand je dis dans les normes, je parle bien évidemment que c'est un avortement qui est fait par une personne spécialisée pour. Et que, bon, l'avortement ne s'arrête pas juste à l'intervention. Il y a le traitement post-avortement et que la personne peut également accompagner cette personne. Et il y a certaines personnes qui se sentent coupables après l'avortement, qu'il y a aussi des psychologues qui accompagnent cette personne dans le processus de sa guérison. Et il faut aussi, en tant que féministe également, l'avortement sécurisé, pour moi, c'est de laisser libre choix des corps des femmes ou femmes, de laisser les femmes décider de ce qu'elles veulent faire de leur corps. On ne peut pas tout nous imposer jusqu'à même nos corps ou nous imposer ce que nos utérus doivent nous faire. Dans ton introduction tout à l'heure, tu as dit que avant on faisait une fixation sur les avortements entre les ados, c'est pour cela qu'ils ne veulent pas sécuriser ou légaliser cela. Mais après, aujourd'hui, on a des couples mariés, comme tu l'as dit. On a des personnes adultes qui ne se sentent tout simplement pas prêtes parce que selon le dernier rapport de l'OMS, près de 121 millions de grossesses par an sont non désirées. Mais qu'on permette à ces personnes d'avorter parce que, et dans les cadres légaux, parce que après, de par expérience, ce que je sais, c'est que quand une personne décide d'avorter, dans 90%, rien ne peut l'arrêter. Que ce soit sécurisé ou clandestin, la personne trouvera toujours le moyen. Donc, vaut mieux faciliter ou sinon légaliser pour que ça soit fait dans des meilleures conditions pour protéger et la santé de la mère et la santé de l'enfant. Et voilà. D'accord. Alors, Dr Ingrid, au cours de votre pratique, dans votre pratique actuelle, est-ce que vous rencontrez le plus souvent? Est-ce que c'est l'avortement sécurisé ou c'est l'avortement clandestin qui prime aujourd'hui? Déjà, l'avortement sécurisé est dans un cadre bien précis. Et c'est premièrement dans un cas de viol, dans un cas d'inceste, ou alors lorsque la grossesse met en péril la vie de la maman, ou bien si l'embryon ou le fœtus, si la grossesse progresse, peut avoir des malformations qui vont l'handicaper dans sa vie future. Dans ces cas, l'avortement est autorisé et on dit quoi? Soit c'est un avortement en début de grossesse, soit c'est une interruption médicale de grossesse. Dans ces cas, j'ai été confrontée à ces cas, là je peux parler d'avortement sécurisé, mais le plus souvent ce sont des cas d'avortement clandestin. Des jeunes filles qui sont tombées enceintes, qui parce qu'elles savent que si elles viennent à l'hôpital, elles n'auront pas cette oreille attentive qui va leur dire voilà, prends ce médicament et puis tu peux avorter, ou bien on peut faire comme ça, on peut faire comme ça, parce que la loi, il y a cette loi de 2007-005 du 10 janvier qui condamne toute personne ayant tenté ou bien ayant fait un avortement clandestin ou bien une interruption médicale de grossesse, une interruption volontaire de grossesse à 1 à 10 ans d'emprisonnement
et ou une caution allant de 500 000 à 3 millions de francs CFA. Donc, lorsqu'on est dans ce cadre, est-ce que moi, même si je dis, tu viens m'exposer une situation, je te comprends. Vu que la loi n'autorise pas, je ne suis pas à même de te dire, prends par exemple ce médicament parce que non. Je vais te dire, je ne peux pas le faire. Mais à côté, il y a ces personnes qui ont pris cela à bras le cœur et le font dans des conditions vraiment dérisoires. Ce qui fait que des jeunes filles vont, mais parce que c'est mal fait, reviennent vers nous et nous, on complète juste le travail. Donc, le plus souvent, c'est les deux cas. Une femme qui est tombée enceinte ou bien une jeune fille qu'on a violée qui vient, on fait une interruption de grossesse, ou alors une jeune fille qui est venue demander de l'aide, on n'a pas pu l'aider, qui est allée quelque part commencer, ça n'a pas marché, et elle revient en complète. Donc, les deux cas de figure sont présents tous les jours dans l'exercice de nos fonctions. Donc, je pense qu'il est temps que chacun prenne conscience, d'accord, de l'importance de la chose, parce que les vies humaines sont en jeu. Les avortements non sécurisés sont les principales causes, sont parmi les principales causes de décès évitables parmi les décès maternels. Donc, si on veut vraiment atteindre le 3e objectif des ODD pour 2030, il faut repenser autrement. En fait. Il faut repenser autrement, ça c'est très bien. Et je veux qu'on revienne sur les 3 principales conditions qui permettent d'autoriser l'avortement sécurisé. On a parlé du viol, on a parlé de l'inceste, on a parlé également des conditions médicales. Est-ce que la maman, elle, je pense que ça c'est la santé physique et la santé mentale de la mère, et surtout s'il n'y a pas de malformation congénitale. Lorsque nous prenons le viol, et me disons, lorsqu'il n'y a pas un temps requis, lorsque la fille, elle vient même à 9 mois de grossesse, on peut autoriser qu'elle avorte. À 9 mois de grossesse, on se dit, on a un être, bon, j'essaie de paraphraser, un être qui est déjà entier. Même si à 9 mois, je décide d'interrompre la grossesse, qu'est-ce que je veux faire? Je ne peux pas tuer quelqu'un. Là, c'est de tuer un être. Par exemple, à 9 mois, j'ai déjà un cœur, j'ai tout. C'est un être qui est complet. Là, ce sera ce qu'on appelle, un peu, on va dire, l'euthanasie. Mais l'euthanasie, c'est le terme même que je voulais qu'on sorte. Alors, Andia, est-ce que lorsqu'on parle d'avortement sécurisé pour toi, tu proposerais qu'on ajuste un terme de la grossesse, ou pour toi, à n'importe quel terme, on devait permettre à une femme qui ne se sent pas à l'aise dans sa peau de faire couler la grossesse et de ne pas tuer avec elle? Avant de base, tu sais, moi, les histoires de je suis chrétienne, je suis musulmane, tuer un être là, franchement, c'est pas mon truc. La loi dit tu le tueras. Non, franchement, ça, c'est pas. Et genre, si c'est cet argument-là qu'on veut avancer pour moi, c'est que même à 9 mois, tu es libre de faire ce que. D'interrompre ta grossesse. Mais maintenant, je ne dirais pas que je veux qu'on détermine un terme, mais je dirais plutôt en fonction de la sécurité, de la santé de la femme, celle qui porte l'enfant. C'est-à-dire, d'après ce que je sais, je pense, à partir de la première jusqu'à 11 semaines, je crois, c'est facile avec la méthode médicamenteuse est plus ou moins facile. Et au-delà de 14, ou bien à partir de 14 semaines, il faut forcément une interruption chirurgicale. Et du coup, bon, moi, les semaines, je ne maîtrise pas, je maîtrise plutôt les mois. Et du coup, je me dis, au-delà de 14 semaines, si par exemple, quand une femme fait une fausse couche, c'est possible de pouvoir faire une interruption. Ça veut dire qu'à n'importe quelle période ou à n'importe quel terme de la grossesse, c'est faisable. Mais si ça ne met pas en péril la santé de la maman ou de celle qui porte la grossesse. C'est pour cela qu'il faut vraiment légaliser ce cadre. Et il faut aussi former des personnes qui vont le faire. Parce que moi, je me dis que c'est vrai que la loi ne l'autorise pas au Togo, mais à chaque fois, je suis choquée, par exemple, d'aller dans une clinique ou dans un hôpital, et quand tu dis que tu veux faire un IVG, la réaction de la sage-femme, c'est « Pourquoi tu veux faire ça? Est-ce que tu sais si tu en auras encore ou pas? Non, mais tu vas tuer une personne. Et c'est un crime. » Et je me dis, bon, normalement, quand on va chez la sage-femme, c'est un cadre qu'on se dit, entre parenthèses, un peu safe. Et que même si d'entrée, elle ne comprend pas,
qu'elle essaie d'être professionnelle en disant, bon, ok, je te comprends, mais moi, je ne peux pas, comme madame vient de le dire, je ne peux pas le faire. Si tu veux vraiment, je peux te recommander vers une autre personne, mais par conviction religieuse, je ne peux même pas te recommander une personne. Ok, mais au lieu de plutôt dire à la personne c'est un crime, Dieu va te juger et que tu ne sais même pas si tu en auras, alors que l'avortement n'a rien à voir, n'a aucun impact sur la fertilité. Enfin, selon les recherches, ça ne joue pas. Quand c'est bien fait dans les bons termes, normalement, après, tout redevient normal. Et il y a certains qui guérissent moins vite que d'autres. Et il y a certains qui sont beaucoup affectés mentalement. Donc, pour ces personnes, il faut un accompagnement. Selon ce que je sais. Mais bon, aujourd'hui, je ne sais pas si c'est parce que ce n'est pas légalisé au Togo que beaucoup de personnes se permettent de faire cela. Et ce qui est souvent bizarre, c'est que malgré le fait que la loi n'autorise pas l'avortement, la loi autorise quand même un traitement après avortement. C'est-à-dire ce que madame a dit. Quand la femme ou la fille, l'adolescente prend un médicament, utilise une herbe et tout, que ça ne coule pas bien. Quand elle vient à l'hôpital, les médecins sont obligés de prendre soin d'elle. Ce qui fait que certaines filles font exprès, dès qu'elles savent qu'elles sont enceintes et qu'elles savent que si elles vont aux affaires sociales ou dans une clinique, on va pas prendre soin d'elles. Elles préfèrent prendre des médicaments clandestins, beaucoup de médicaments. Après, elles arrivent souvent, elles vont juste dire elles ont mal au ventre ou bien elles ont des crampes. Et quand on fait les analyses, on remarque que c'est un avortement qui se tourne mal. Donc, il faut agir urgemment et les gens font ça. Et je me dis, tout le monde forcément n'a pas ce réflexe-là d'aller tout de suite. Parce que moi, j'ai connu, par exemple, dans mon quartier, il y a eu des filles qui sont décédées dans ces conditions. Il y a eu d'autres filles qui ont souffert d'hémorragie vraiment aiguë après ça. Et ce qu'elles cachaient, par exemple, au début, elles ne savaient pas. Donc, elles pensaient que c'était toujours le sang. Mais il a fallu qu'elles commencent par faire des crises répétitives et qu'on aille à l'hôpital pour qu'elles comprennent vraiment que le sang était sorti. Maintenant, elle fait une hémorragie. Et bon, ce qu'elle évitait, tout le quartier était au courant et elle était un peu devenue la risée parce que tout le monde l'indexait. Et vu qu'on est encore dans un continent ou dans un pays où la religion a une très grande importance, tout le monde dit, dès qu'elle passe, c'est elle qui a tué. Et les mamans vont jusqu'à même interdire les enfants de la fréquenter parce que elle a une réputation de tuer les enfants. Alors que peut-être c'était sa première fois. Mais bon. Donc moi je me dis, déterminer un terme, je ne saurais vraiment le dire, mais en fonction de la santé ou du risque que court la mère, ils peuvent voir comment manager ça, quoi. Donc si je peux résumer tes propos, peu importe à quel terme la grossesse se trouve, tant que la maman ne se trouve pas en bonne santé mentale et physique, on va faire plus. Elle est libre de faire ce qu'elle veut. D'accord, merci beaucoup. Qu'est-ce que j'en pense? De toute façon, je pose sans ces idées. En réalité, c'est un peu ça aussi. Parlons du principe légal. Le principe, elle a évoqué tout à l'heure, le principe du droit à l'égalité ou du droit, par exemple, à la vie privée. C'est-à-dire, on ne peut pas dicter à la femme de ce qu'elle doit faire de sa vie, ou de sa sexualité, ou bien de sa santé reproductive. Ça, c'est de un. De deux, moi, j'ai parlé de droit à l'égalité tout à l'heure, où je prends justement des cas d'un élève qui, sur les bancs de l'école, son compagnon ou celui qui l'a engrossé aussi est sur le banc de l'école. Et que cet enfant-là, justement, parce que les moqueries ou je ne sais pas quoi qu'elle subira, décide par exemple d'avorter. Et que peut-être elle est à 3 mois ou 4 mois, ou c'est maintenant qu'elle se rend compte par exemple qu'elle est enceinte. Et que ça pourrait l'empêcher de continuer ses études. Elle fait comment? Elle est obligée peut-être d'abandonner l'école et que le garçon, lui, continue d'aller à l'école. En fait, moi, il y a des conditions que je dis. Le problème pour moi, c'est qui décide à la place de qui. Est-ce que c'est la femme elle-même qui décide de ce qu'elle veut faire de sa vie?
c'est un peu cela aussi, et c'est ça qu'elle a parlé d'éducation, ou comme moi je le dis, bon, on parle de sensibilisation, moi je dis souvent éducation. Il faudrait qu'on essaie d'éduquer la communauté sur ce que c'est que l'avortement déjà, parce que c'est très important de connaître ce que c'est que l'avortement et les conséquences qu'on encourt peut-être. C'est très important parce qu'il faut que les gens... Le souci aujourd'hui, ou bien notre principal souci aujourd'hui, c'est que tout est tabou. Tout est culturel, on s'enfonce de plus en plus au fait, parce qu'on ne veut pas ouvrir les yeux sur l'essentiel. Pour moi, c'est très important, c'est vraiment très important qu'on essaie d'ouvrir les yeux sur... Même le fait même qu'on dit que l'avortement au Togo est légalisé sous certaines conditions, comme le docteur l'a dit tout à l'heure, mais c'est même dans ces conditions-là, c'est difficile pour toi d'aller à l'hôpital pour dire que tu veux avorter. Parce que déjà, au cas d'inceste ou de viol, tu dois prouver. Il faut prouver que tu as été violé, il faut prouver que tu as eu inceste. Donc, déjà, ces conditions-là, la santé physique, mentale de la femme, il faudrait apporter toutes les preuves possibles. Et surtout pour la santé, il faudrait qu'un médecin t'y autorise. Et que ces médecins, par conviction, disent non, que ta santé, oui, mais tu peux survivre à cela. Alors que c'est toi-même qui subis la chose. C'est toi-même qui sais que, oui, je suis, même si le docteur dit, oui, ta santé, mais tu peux survivre. Donc, moi, je ne t'autorise pas, je ne veux pas t'écrire pour que tu aies ton IVG. Mais ce que tu veux dire que tu ne peux pas le faire. Mais ce que veut dire que c'est quelqu'un d'autre qui décide à ta place et non, c'est toi-même qui décide. Pour moi, c'est un peu cela. C'est là que moi, je me mélange, ou bien les choses se mélangent pour moi un peu. Qui décide à la place de qui? Mais pour moi, aujourd'hui, c'est qu'on laisse la femme décider de ce qu'elle veut, mais qu'on lui donne les moyens nécessaires de pouvoir décider. C'est très important aussi. C'est-à-dire, elle sait les conditions, elle sait tout ce qu'il faut, elle sait toutes les conséquences qu'elle encourra, elle sait ce qu'il y a, mais c'est les alternatives aussi, c'est d'essayer de garder. Justement, c'est ça en fait qui manque, parce qu'on n'arrive pas à s'ouvrir, on n'arrive pas à dire la vérité, on dit que non, que ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. On ne dit pas pourquoi ce n'est pas bien, on ne dit pas aussi, oui, si tu ne dois pas faire ceci, ceci est possible, ceci est possible, ceci est possible. Vous voyez? Donc, qu'on arrive à ouvrir les yeux, à sensibiliser, à éduquer, et que si une femme, malgré tout ça, elle décide d'avorter, on dit, d'accord, nous, on t'a dit ce qu'il faut, d'accord, on t'accompagne, parce que c'est un peu cela. Donc, c'est ce que moi, j'aurais ajouté à cela. D'accord. Alors, le débat devient très, très intéressant. Docteur Ingrid, qu'est-ce que vous en pensez? En tant que médecin, je pense que vous serez beaucoup plus appelé à décider, malheureusement, à la place des femmes, pour voir s'ils peuvent supporter, mais si leur santé permet qu'elles puissent conduire cette grossesse à terme, et également à autoriser ou non à n'importe quelle fille, qu'elle respecte ou non ces trois conditions qu'on vient d'énumérer, à pratiquer ou avoir droit à un avortement sécurisé. Ok. Les trois conditions, on va revenir à la dernière question. Moi, je dirais que les choses sont en train de changer. C'est ce que moi, je me dis en tout cas. Les choses sont en train de changer. Je pense que le message, que ce soit les féministes, que ce soit des activistes, que ce soit toute personne qui se lève et qui parle, je pense que le message est en train de tourner et que les gens prennent conscience. Parce que moi, sincèrement, je déplorais cela. Par exemple, juste l'accès à la contraception. Lorsque une jeune fille, par exemple, se présente pour une séance parce qu'elle veut un counseling pour décider d'une méthode contraceptive, elle était traitée de tous les noms, elle était regardée n'importe comment. Ça, c'est lorsque j'étais en 3e année, 5e année de médecine. Mais plus le temps avançait, au cours de la spécialisation, j'ai vu que des choses changeaient. Ce n'est pas encore ça, mais on est en train d'avancer petit à petit, petit à petit, petit à petit. Ce qui fait que quoi, oui, les jeunes filles savent que si je m'oriente par exemple vers tel centre, on ne va pas bien m'accueillir, donc je préfère aller ici, ici, ici. Donc, lorsque je reviens au niveau de l'avortement sécurisé, dans un cas de viol, lorsqu'il y a, que ce soit viol ou inceste, la jeune fille vient toujours se présenter et on fait un examen, voilà, on décide, voilà, si c'est un viol, on fait un test de grossesse. Si c'est positif, elle dit voilà, moi je ne veux pas de cette grossesse, on fait une interruption médicale, on fait une interruption de grossesse. Là, il n'y a pas de qui va décider, qui ne va pas décider. Si elle dit qu'elle ne veut pas, on interrompt la grossesse. Le cas d'une grossesse qui met en péril, que ce soit la santé physique ou la santé mentale de la maman, si elle dit qu'elle ne peut pas, on lui explique les différents contours de la chose. Parce que plus la grossesse avance,
plus l'avortement devient risqué. Oui. Donc, il est très important que chacun comprenne ce dans quoi il s'embarque. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on le fasse. Et qu'à côté, les parents disent que mais non, vous aurez pu la convaincre de garder la grossesse. Voilà qu'elle est décédée et tout, et tout, et tout. Donc, ça devient, c'est plus un cadre légal. Des fois, on fait intervenir les gens de la justice parce que là, s'il y a un décès, toi, le médecin qui a dit, OK, je le fais dans ma clinique, tu peux être poursuivi en justice, d'accord? Maintenant, dans le cas où l'enfant a une malformation, c'est juste d'expliquer que voilà, votre enfant a telle malformation, on ne peut pas conduire à terme la grossesse. Mais il y a des parents qui s'entêtent que nous, on veut notre enfant, on ne veut pas de l'avortement. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas les accompagner. À l'accouchement, tu fais par exemple une césarienne pour un enfant, par exemple, qui a un périmètre crânien, disons par exemple de 60 cm, qui ne peut pas sortir par voie basse. L'enfant sort, il meurt. Tu avais quand même expliqué. Les parents n'ont pas compris. Dans d'autres cas, on interrompt des grossesses à 6 mois, à 7 mois, à 8 mois, parce qu'on sait que même si la grossesse avance, ce ne sera pas bénéfique pour le couple. D'accord? Donc moi, je dis, c'est vrai qu'on dit que les médecins sont bloqués. Moi, je prends le thème de bloqués. Parce que oui, il y a la culture, il y a les croyances, il y a la société, mais je pense que les choses sont en train de changer. On comprend que de plus en plus, l'avortement sécurisé est un droit. Si je dis je ne veux pas d'une grossesse, normalement, on doit être à même de m'accompagner dans cela. Maintenant, ce n'est pas moi, le gynécologue, de faire changer les choses. D'accord? C'est, je vais dire, l'autorité qui dira que, OK, à partir d'aujourd'hui, je légalise l'avortement. Une fois que l'avortement sera légalisé, si une cliente vient vers moi et me dit, voilà, docteur, je suis enceinte, mais je ne veux pas. Je sais que derrière, même si je fais cet avortement-là, moi, on ne viendra pas me dire, il faut payer 3 millions parce que tu as fait ça, il faut... Donc, quelque part, je pense que c'est plus un jeu de protection. Je veux me protéger parce que la loi m'expose. Si je le fais, demain, on peut m'attaquer. Maintenant, on est en Afrique. Si une femme dit à une jeune fille que tu es une criminelle, tu es une sorcière, ne la jetons pas rapidement la première pierre. Mais c'est parce qu'elle-même, elle n'a pas essayé de se mettre à la place de cette jeune fille. Parce que quoi qu'on dise, décider de garder une grossesse, c'est une grosse décision. Il y a tellement d'impact. Cet enfant-là qui va naître, entre-temps, tu vas mettre ta vie en parenthèse pour cet enfant. Tu dois stopper ça. Tu dois. Donc, c'est un long processus que lorsque quelqu'un dit, docteur, je veux interrompre la grossesse. Moi, je lui dis, moi, actuellement, la loi ne me permet pas. Et pour le moment, avec mes convictions, je ne le pratique pas. Mais je sais qu'il y a des gens qui le font. Vous pouvez, par exemple, aller ici ou aller ici. C'est vrai que de facto, personne ne te dira que moi, je fais l'avortement. Mais on sait tous entre nous qu'il y a des personnes qui le font. D'accord? De facto, je ne vais pas dire que tel collègue le fait. Non, je te dirais, par exemple, OK, va ici, vois si tu ne peux pas trouver gain de cause. Et le plus souvent, elles vont, mais parce que c'est dans des mauvaises conditions, elles reviennent vraiment dans des états déplorables. Donc moi, je me dis, c'est bien bon de dire, oui, l'avortement, c'est pas bon, tout ça, mais il faut vraiment sécuriser les choses pour la vie de cette jeune fille-là. Donc je pense que j'ai répondu aux deux questions. Tant que la loi autorisera cela, qui suis-je pour me ranger contre la loi? Je ne peux pas. Parce que si je suis un citoyen, j'ai des droits et j'ai des devoirs. J'ai le droit, voilà, l'État fait l'effort de respecter mes droits. Maintenant, moi, en tant que gynécologue, j'ai le devoir d'accompagner une jeune fille qui viendra me dire, docteur, cette grossesse, je ne suis pas prête, il faut m'aider. Tant que la loi sortira cela, nous, les gynécologues, on va s'aligner. C'est vrai que ce sera difficile pour, en griffe, des croyances, pour certaines personnes, mais la loi reste la loi. Et une vie, je ne pense pas qu'une croyance va dépasser une vie. La vie d'une jeune fille dépasse tout ça. Dépasse largement. Alors, il y a beaucoup de personnes, lorsqu'on parle de l'avortement, je pense qu'Amdi est revenu déchu. La première idée qui nous vient en tête, c'est de tuer un être humain. Et même si la grossesse a, je sais pas, 2 jours, 3 jours, pour des personnes, c'est déjà un être humain qui est là-bas. Dieu a un plan pour cet être humain. Il deviendra président, il deviendra ci, et que jamais, au grand jamais, même si les femmes respectent ces 3 conditions-là, il y a des personnes qui n'autorisent pas. Alors, est-ce que pour vous, même à 2 jours, c'est un être humain, et lorsqu'on va peut-être autoriser l'avortement sécurisé, ce sera un acte de tuer un être humain? Pour moi, non. Non, pourquoi? Une grossesse, un test de grossesse positif ne peut pas forcément dire que c'est une grossesse qui va évoluer. Il y a des femmes qui ont mené des grossesses qu'à 9 mois, les enfants sont décédés. D'accord? Peut-être Dieu avait un plan pour cet enfant, mais voilà qu'il est décédé. Bon, je dis ça, je ne dis rien. Il ne faudrait pas qu'on me tape de tous les noms, mais c'est une réalité.
un test de grossesse positive, ça peut être une grossesse extra-utérine, ça peut être un œuf clair, ça peut être une grossesse molaire, ça peut être beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Moi, je dis la volonté de la personne. Je ne suis pas prête. En tout cas, pour être maman de 2 enfants, c'est pas une vie facile. Accepter de dire oui, je veux garder. Mais il faut pas le faire aussi pour les gens. Parce qu'à côté, il y a ces jeunes filles-là qui viennent dire je veux avorter. Parce que le soi-disant petit ami dit qu'il faut avorter. Il faut avorter. Donc, il faut vraiment faire de la lumière. D'accord? Il faut vraiment faire de la lumière. Parce que lui va dire avortant. Tu fais, tu meurs. Entre-temps, il y a une petite go à côté. Là, il continue sa vie au calme. Donc, je pense que oui, même si on décide de légaliser, il va falloir avoir tous les contours de la chose. C'est vrai que ce ne sera pas facile de mettre la lumière entre un petit ami qui te dit avorte et puis toi qui viendra dire docteur, je vais avorter. Donc, il y aura toujours quelque part des limites à la chose, quoi. Donc, moi, je me dis, bon, ces personnes qui diront qu'ils ne veulent pas, ne leur jetons pas aussi la pierre. Laissons-le avec leurs états d'âme, mais tant qu'ils n'empiètent pas aux droits d'un citoyen, allons-y, quoi. Parce que même si quelqu'un te dit qu'il ne peut pas, il va t'envoyer chez un collègue qui pourra t'aider. Mais je ne pense pas que si la loi est là, quelqu'un va refuser de le faire. Quelqu'un va refuser de le faire. Pense pas. Alors, Hamdia, la plus grosse crainte lorsqu'on parle d'avortement sécurisé, c'est que pour beaucoup de personnes, ce sera une occasion pour les jeunes filles surtout de se laisser aller. Elles se diront que si je tombe enceinte, je peux aller à l'hôpital à n'importe quel moment et le médecin a le droit de m'offrir cet avortement sécurisé. Donc, en même temps, on aura une régression au niveau de l'utilisation des méthodes contraceptives. Elles ne vont plus se protéger et on sait que lorsqu'on parle de la protection, c'est pas uniquement les grossesses non désirées ou les grossesses précoces, mais il y a également les infections sexuellement transmissibles. Alors, quelle est ta réponse par rapport à cette crainte-là? Je dirais, à côté de chaque action, il y a une réaction. Et du coup, moi, je proposerais qu'il y ait une sensibilisation qui accompagne. C'est vrai que d'entrée, on n'aura pas les résultats espérés, mais avec le temps, ça marche. Parce que quand je prends l'exemple de ce que je fais avec mon association, quand nous avions commencé par parler des règles ouvertement, on nous a traités de tous les noms. Moi, je me rappelle, nous étions dans certains villages, on nous a renvoyés. On nous a dit, vous ne parlez pas de ça. Mais après, avec explication, après, avec sensibilisation, aujourd'hui, ce sont eux-mêmes les chefs du village qui nous contactent, qui nous disent, ah, venez, ça fait longtemps, vous n'êtes plus venus entretenir nos filles. Et moi, c'est parce qu'ils ont compris l'importance de parler de ces choses-là avec les filles. Du coup, si la loi autorise maintenant l'avortement sécurisé, à côté qu'il y ait des campagnes de sensibilisation. Et puis déjà même que, je ne sais pas, mais je me dis que par exemple, moi quand je prends les règles, et surtout les règles douloureuses, ça fait mal. Et souvent quand on parle des crampes de grossesse, il paraît que ça n'a rien à voir avec la douleur que nous ressentons pour les règles. Si une personne même n'a pas suffisamment mal de vivre, d'avoir ces crampes à chaque fois, bon, ça laisse à désirer. Mais sinon, s'il y a des campagnes de sensibilisation, qu'on discute vraiment avec la personne en lui disant, déjà, tu vas mettre, à force d'aller répétitivement faire l'IVG, il faut aussi leur parler des conséquences qui courent. Parce que je suppose que, bon, si dans un mois, tu as fait 3 IVG, il y a forcément un problème qui va se poser. Je ne maîtrise pas vraiment ce domaine, mais je pense que le docteur pourra mieux nous éclairer. Donc, il faut parler de ça c'est un peu comme les pilules contraceptives, les pilules de lendemain. Donc, moi, en tout cas, jusqu'à l'année passée, je ne savais pas qu'il ne fallait pas prendre plus de 2 fois par an. Et aujourd'hui, c'est depuis que j'ai su, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens dans mon entourage qui le savaient, mais beaucoup n'en parlaient pas. Et des personnes même dont je doutais de connaître vraiment les pilules du lendemain qui ont confirmé en disant oui, ça se prend pas plus de 2 fois. Et donc je me dis, si les gens comprennent vraiment l'impact que ça a sur leur santé, ils vont essayer de respecter parce que
il y a l'IST. Ça, on ne le dit pas suffisamment. Mais, et moi, je me dis souvent, même les gens ont plus peur de grossesse que, par exemple, du VIH-Sida. Alors que le VIH-Sida, c'est pratiquement à vie, même si aujourd'hui, il y a beaucoup de médicaments qui font que le virus n'évolue pas comme à l'époque. Mais tu restes séropositif, je pense, à vie. Alors que la grossesse, après 9 mois, c'est fini. Maintenant, il faut pour prendre soin de l'enfant jusqu'à 18 ans. Mais je me dis, si chacun sait ce que ça lui coûte comme conséquence, chacun pourra se responsabiliser. Maintenant, ça, ce n'est pas forcément du domaine de je sais pas. Non, je dirais c'est plutôt du domaine de tout le monde parce que et les médecins vont essayer de sensibiliser et nous, les activistes en droit sexuel et reproductif, essayons également de sensibiliser les filles. Maintenant, ça va dépendre aussi de la volonté de ces personnes-là, de ce qu'elles veulent faire de leur vie, où elles se voient dans l'avenir, et voilà quoi. D'accord. Alors Eric, qu'est-ce que tu en penses de cette crainte-là? Je pense même qu'au niveau gouvernemental, je pense à leur place, hein. Peut-être c'est ce qui fait qu'ils sont un tout petit peu réticents à autoriser cet avortement sécurisé. Justement, merci beaucoup. Et il y a quelques années, je ne sais pas quand, lorsque justement cette question se posait, et parce que cette question, on m'avait posé aussi cette question, j'avais lu une étude qui disait, l'étude disait que les pays où l'avortement est plus pratiqué, ce sont des pays qui pénalisent l'avortement. L'avortement clandestin. Oui, c'est-à-dire les pays qui pénalisent l'avortement là, quand on fait les taux des avortements qu'on a eu, c'est que c'est les pays qui pénalisent là qu'il y a plus d'avortements. C'est-à-dire, ce qui veut dire que forcément ces avortements sont des avortements clandestins. Et pourquoi on arrive à les recenser? Parce que les décès ou les conséquences, comme le docteur vient de le dire tout à l'heure, ils reviennent toujours vers eux. On constate que même si ce n'est pas autorisé, il y a les gens qui le font. Mais quand vous prenez 97% des avortements que nous avons en Afrique sont des avortements clandestins. C'est bizarre, mais c'est la réalité. C'est-à-dire, quand les chiffres sortent, on se dit, mais pourquoi? Mais ces avortements clandestins, on a dit tout à l'heure, le docteur a dit, nous tous, nous l'avons dit tout à l'heure, des conséquences néfastes sur la vie de la femme. Et on pourrait éviter ces conséquences-là. Pour moi, ces craintes n'ont pas raison d'être. Ça, c'est de un. Et je l'ai dit tout à l'heure aussi, c'est-à-dire le premier point, c'est déjà que même si ce n'est pas légalisé, mais les gens le font. Ce n'est pas encadré, ce n'est pas sécurisé, mais les gens le font. C'est de permettre justement... Ce qui bloque aussi, c'est que quand on va permettre cela, quand on va sécuriser cela, les gens auront plus de sensibilisation, les gens auront plus d'informations, parce que quand les gens viennent chez toi en même temps, parce que ce n'est pas permis, et comme le docteur l'a dit tout à l'heure, ou bien comme Amdia l'a dit tout à l'heure, parce que ce n'est pas permis, les gens ne veulent pas te donner d'informations, les gens ne veulent pas te sensibiliser, les gens ne veulent même pas se mêler à cela. Parce que les gens ne veulent pas cautionner là pour dire que non, que c'est moi qui ai dit ceci, c'est moi qui l'ai encouragé à aller faire ceci. C'est un peu cela. Donc, quand ça serait sécurisé, les gens auront plus d'informations et qu'au lieu que les gens aillent même avorter, vont dire non, que oui, je ne savais pas ceci, je ne savais pas cela, mais est-ce que oui, j'ai su ceci maintenant, j'ai su cela, je peux justement revenir sur ma décision. C'est ce qui fait, c'est ce qui peut-être les gens ne voient pas aussi cet aspect-là. Ce n'est pas parce que c'est légalisé forcément que tout le monde va aller avorter, non. Mais tout le monde aura accès à l'information déjà et que les gens prendront des décisions librement et consciemment. C'est de ça que nous parlons, au fait. Mais quand parlons de culture, de religion et tout ça, là aussi, mais est-ce que vous savez que l'avortement est légalisé en Tunisie? Ce sont les premiers pays à légaliser l'avortement. Et c'est sur simple demande de la femme. C'est Tunisie, un pays religieux, où c'est sur simple demande de la femme. Et justement, quand vous allez dans ce pays, les statistiques sur l'avortement, et vous comparez aux d'autres pays qui pénalisent l'avortement, vous allez dire non, mais qu'est-ce qui se passe au fait. Donc, du coup, pour moi, ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison de dire non, il y aura des liberticides et tout. Mais ça, c'est un faux problème qu'il faudrait enlever. D'accord. Alors, docteur Ingrid, comment est-ce que, Elia Amdia qui en avait soulevé un peu le débat, est-ce que cela n'a pas de conséquences? Lorsque peut-être on dit qu'il y a l'avortement sécurisé, une fille qui avorte, est-ce que cela n'a pas de conséquences sur sa fertilité, sur sa stérilité et sa capacité à concevoir plus tard? Ok, on parle de code de l'avortement sécurisé.
l'avortement non sécurisé? Les deux, hein. Les deux, ok. Bon, déjà, quand je prends le versant de l'avortement non sécurisé, c'est fait dans des conditions, déjà, il n'y a pas d'asepsie, il n'y a pas d'hygiène, la personne qui le réalise ne sait même pas ce qu'il fait, d'accord? Donc, les principales complications, c'est quoi? Des avortements qui sont incomplets. Ouais. Donc, on dit, ok, tu as vu, tu as saigné, c'est bon, rentre chez toi. Là, la jeune fille rentre à la maison, après quelques jours, elle reprend pas saigner, elle peut faire de la fièvre, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il y a des avortements incomplets, il y a des hémorragies, il y a des fois des perforations utérines, des perforations utérines qui restent anodines. Et après, là, on se rend compte que la jeune femme fait des fièvres, des fièvres. Lorsqu'elle vient à l'hôpital, on fait une échographie, on se rend compte que l'utérus a été perforé. Et voilà, lorsqu'on ouvre, c'est un utérus qui n'est plus récupérable, on fait une hystérectomie. Vous vous rendez compte que parce que j'ai fait un avortement clandestin, dans des conditions dérisoires, je perds mon utérus. Qui dit perdre son utérus dit que demain, je ne pourrai plus avoir d'enfant. D'accord? Il y a quoi d'autre? Il y a des conséquences mentales. Ce sont des trucs qui sont assez traumatisants. Parce que nous-mêmes, lorsqu'on fait des aspirations manuelles intra-utérines à l'hôpital, si tu n'es pas assez ouvert d'esprit, si tu n'es pas assez empathique, la femme en sort troublée, elle en sort perturbée. Parce qu'il y a la douleur. C'est vrai, comme elle est antalgique, actuellement, on a évolué tellement que des fois, on préfère faire une sédation pour que la patiente ne ressente pas les douleurs. Mais la première sédation, c'est la verbacaïne, c'est-à-dire discuter avec la patiente tout au long de l'acte. Si tu n'as pas ce cœur-là ouvert pour vraiment discuter avec la patiente, elle va sauter et te dire que, oh, docteur, la fait là, ça fait même mal plus que l'accouchement. Parce que c'est, vous imaginez, on envoie un tube dans votre utérus et on fait ces mouvements-là pour décoller. Ça fait très mal. Donc, il y a ces séquelles psychologiques, elle garde ces douleurs-là à long terme, quoi, à vie. Donc, ça, c'est le versant avortement non sécurisé. Maintenant, pour l'avortement sécurisé, si on dit, voilà, la loi autorise les avortements, je rejoins parfaitement mes deux autres collègues, c'est que je ne pense pas que c'est parce que c'est autorisé que les gens vont se lancer à tomber enceinte à bout de champ et puis faire les avortements. Non. Parce qu'une fois que ce sera autorisé, le gouvernement mettra sur pied, ou alors les différents activistes mettront sur pied des centres où les jeunes pourront discuter entre eux. Je pense que c'est ce qui nous manque actuellement au Togo. Je parle vraiment sous réserve de ce que je connais. Il faudrait qu'on arrive à avoir des centres où on rassemble ces jeunes-là ensemble, ils discutent de la sexualité ensemble, on les expose à différentes méthodes contraceptives, ils adoptent des méthodes contraceptives, on fait des suivis, d'accord? On dit, voilà, tel, par exemple, maîtriser son cycle menstruel, voilà, ça, voilà, voilà. Il faut vraiment ce centre-là. Parce que peu importe que ce soit légalisé ou pas, ces dames-là, ou bien ces femmes-là, ou bien ces docteurs-là qui sont braqués, disant que nous sommes de la vieille école, non, à 17 ans, tu ne dois pas avoir de méthode contraceptive. Ils ou elles existeront toujours. Mais s'il y a ces centres-là, tenus par des jeunes, qui comprennent la cause des jeunes, les choses vont vraiment changer. Des avortements répétés endommagent l'endomètre. L'endomètre, c'est cette partie-là qui accueille le fœtus après la fécondation. Donc, si l'endomètre est très endommagé, il y aura la probabilité de fausse couche spontanée sera élevée. À force de... Là, que l'avortement soit sécurisé ou non? Ou pas, oui. Okay. Lorsque l'acte d'aller chaque fois, je racle, c'est l'endomètre que je racle. Je racle. Si je ne sais pas le faire, je vais te prendre, dire, lorsque tu vois que la mousse apparaît, tu dois arrêter. Mais si tu ne sais pas, tu vas racler. Quand tu vois plus de sérum, c'est bon. Répéter, on peut également avoir une synéchie. C'est-à-dire les deux feuilles de l'endomètre se collent. Une fois que c'est collé, le volume des règles va diminuer, donc ce sera plus possible d'avoir une nidation. Le fait chaque fois, si j'ai une infection vaginale qui n'est pas très bien traitée, ça peut facilement remonter, aller atteindre l'utérus, une endométrite, atteindre les trompes. Je peux avoir une salpingite. Qui dit salpingite dit demain, trompe bouchée, dit capital procréatif qui descend. Donc, c'est vrai, c'est sécurisé, mais si ce n'est pas bien pratiqué, les soins post-abortum, on fait l'avortement, c'est pas fini. Tu dois revenir en contrôle. On fait une échographie pour s'assurer que vraiment c'est fini. On te dit, OK, les 3 mois qui suivent, il faut avoir une méthode contraceptive ou alors faire l'abstinence. Le temps que l'endomètre, voilà, que l'utérus prenne un peu de temps pour se reposer, pour se refaire avant de retomber enceinte. Parce qu'après un avortement, si vous retombez enceinte immédiatement après, la probabilité également de fausse couche est élevée. Donc, que ce soit sécurisé ou non sécurisé, les avortements répétés exposent la femme à un
risque à une diminution de sa fécondité. Donc, c'est très important que nous, en tant que praticiens, qu'on puisse expliquer cela clairement aux patientes. Et lorsqu'une jeune fille vient une fois pour un avortement, 2 fois pour un avortement, vous prenez le temps de la faire asseoir, de lui expliquer. Ça, c'est vrai, c'est ton droit. Tu ne veux pas des enfants, oui. Mais est-ce que ce ne serait pas mieux d'adopter une méthode contraceptive? Parce qu'une fois que tu as une méthode contraceptive, tu te dis, voilà, je suis plus ou moins bloquée pour un temps. Lorsque tu seras prête, tu arrêtes la méthode contraceptive et tu pourras tomber enceinte après, quoi. C'est vraiment de créer. Moi, je dis, j'aimerais que ces centres-là prennent forme à Lomé, à Kara, à Sokodé, où les jeunes peuvent être ensemble et discuter ensemble. Ce n'est pas juste pour les avortements, mais pour toutes les pathologies. Les femmes qui sont d'endométriose, qu'elles seront ensemble. Les femmes ménopausées, qu'elles puissent être ensemble, discuter. Les patients diabétiques, les femmes enceintes. Quand on est ensemble, on discute facilement de nos réalités. Et ensemble, on peut plaidoyer, sortir facilement des choses pour porter haut notre voix. C'est que, oui, il faut que tôt ou tard, on va arriver à ça. On va tourner, mais tôt ou tard, l'avortement sera sécurisé, sera autorisé. Mais il faudrait qu'à côté, qu'il y ait des garde-fous pour que ces jeunes ne tombent pas dans la délinquance abortive en crise. C'est vrai. Ça dépend aussi d'une part, de la communauté ou de notre culture. Parce que, vous savez, la politique, la politique sort de notre communauté parce que les hommes qui sont devant sortent toujours de chez nous, donc ils savent les réalités et c'est socio-culturel plutôt que j'allais dire. La base c'est cela, mais il faudrait quand même qu'on arrive à déconstruire déjà parce que quand on parle des droits humains, l'universalité des droits humains et nos cultures, il y a des confrontations à certains niveaux, mais l'universalité des droits humains prend en compte aussi les besoins spécifiques de chaque culture. Donc oui, c'est notre culture, c'est notre tradition, c'est nos coutumes, c'est comme ça que nous faisons chez nous, c'est contre nature chez nous. Oui, on est d'accord, mais qu'est-ce qui se passe sur le terrain en réalité? Est-ce que malgré tout ceci, qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Est-ce que les gens décèdent à cause de l'avortement clandestin? La réponse est oui. Mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour que ces décès-là, on puisse les éviter? Le docteur l'a dit tout à l'heure, parce que quand vous voyez les décès de ces avortements clandestins, les conséquences, je ne veux même pas parler de décès, les conséquences de ces avortements clandestins, mais quand vous faites une étude, vous sortez des statistiques pour cela, vous vous rendez compte que c'est très élevé. Mais maintenant, c'est de se poser la question, oui, qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant? Et cette décision de dire nous allons faire un pas en avant, ça revient aux politiques parce que c'est la politique qui décide des lois du pays, qui décide de ce que nous voulons légalement pour notre pays, et c'est les politiques qui prendront des décisions, tout en prenant en compte les réalités du terrain, mais en prenant en compte aussi ce qui se passe aussi. Ça, c'est très important. Tout en respectant notre culture, parce qu'on est dans un pays qui respecte assez la culture. Et moi, je me dis également que peut-être eux aussi, à leur niveau, ils comprennent. Ils voient chaque temps les statistiques, ils se disent que normalement, on peut autoriser. Mais ils se disent qu'on peut autoriser dans un pays qui a ses coutumes, qui a ses cultures. On ne va pas frustrer peut-être les chefs religieux, les garants de ces coutumes. C'est sciemment que j'ai donné l'exemple de la Tunisie. Et quand vous prenez la Tunisie, c'est un pays très religieux, très musulman. Et vous connaissez la concession, je ne veux pas parler à la place d'Amdia, la concession de la religion musulmane sur ce qui c'est que l'avortement, sur cette chose-là. Mais si la Tunisie arrive à adopter, à être parmi les premiers pays africains d'ailleurs déjà à légaliser l'avortement sur simple demande de la femme qui veut avorter, vous voyez qu'on pourrait révolutionner les choses, pas pour permettre de tuer l'enfant, mais pour permettre de préserver des vies. Parce que il faut les choses, ce qu'on ne prend pas en compte aussi, c'est l'aspect social de la femme. C'est très important aussi. En fait, pour nous, c'est ce qui manque chez nous. L'aspect médical, on l'a déjà. C'est-à-dire, quand il y a malformation, quand la santé, l'aspect médical, on l'a déjà. Mais l'aspect social, c'est ce qui manque chez nous. C'est cet aspect qui manque et qu'on dit chez nous que ce n'est pas encore légalisé. Si on comprend cet aspect social, où par exemple, la femme
qui décident de... Les gens ne se lèvent pas comme ça seulement pour dire que je vais avorter, non. Il y a quelque beaucoup chose. de réflexions derrière. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que si elle te raconte même, c'est un peu ça aussi, les gens ne veulent pas écouter. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, parce que ce n'est pas permis. Quand je viens pour demander conseil, je ne veux pas me mêler à cela. On ne veut pas écouter, on ne veut pas donner conseil. C'est un peu... Mais quand vous écoutez les personnes, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de choses. Et que vous devrez plutôt aider cette personne-là que de la renvoyer. C'est vrai. Pour aller faire autre chose. C'est-à-dire, les gens même qui vont faire avortement clandestin, c'est-à-dire, bon, je sais si je vais, si je reviens, c'est ça, si je ne reviens pas, tant mieux. C'est-à-dire, c'est ça en fait. Amdia l'a dit, c'est-à-dire, quand elle décide à 90%, elle veut arriver au bout. Donc, pourquoi pas alors? Donc, il faudrait quand même qu'on arrive à faire le pas. De pouvoir dire non, oui, malgré tout, on veut vous accompagner à pouvoir faire le pas par votre volonté, mais il faut quand même qu'on arrive à encadrer cela. C'est tout. Merci beaucoup, Eric. Je pense qu'on a beaucoup discuté, on a beaucoup appris. Alors, très rapidement, Mdia, quel sera peut-être ton mot de fin, tes conseils, peut-être que ce soit au niveau des jeunes, au niveau des adultes, des praticiens de nos politiques? Comme mot de fin, moi je dirais d'entrée, il est temps qu'on légalise l'avortement sécurisé au Togo. Et je ne vais pas dire que c'est une question de volonté, mais on a vu les statistiques, on a vu les réalités, et je pense que maintenant, en 2024, il est vraiment temps qu'on puisse légaliser l'avortement sécurisé. Et quand on légalise, non seulement on protège les jeunes, on protège la femme, on protège aussi la situation sociale de cette femme. Parce que quand je prends l'exemple de l'avortement clandestin, au Togo, par exemple, il paraît que c'est très moins cher. Bon, je ne sais pas, mais c'est juste de l'herbe. Je ne connais pas le prix exact, mais quand je prends le cas de la Côte d'Ivoire, par exemple, il paraît qu'il y a un médicament qu'on appelle médicament chinois qui coûte 15 000 et c'est ce que les filles prennent et après, bon, tu es tranquille, quoi. Mais il paraît qu'il y a des filles qui ont 15 000 chaque mois pour faire ça. Alors que les rares fois où c'est légalisé, enfin, d'autres personnes ont eu l'opportunité ou l'occasion d'aller dans certains centres de santé. Moi, j'ai une amie qui m'a dit qu'une fois, on lui a pris jusqu'à 250 000, jusqu'à 100 000, 150 000. Et déjà, je sais que ça c'est fait exprès parce que la personne se protège, comme le docteur l'a dit, à cause de la loi. Mais dans cette économie, dans la situation dans laquelle nous vivons, on est d'accord que beaucoup de jeunes ne peuvent pas se permettre ce montant. Donc, il est plus qu'urgent de légaliser l'avortement sécurisé et également de favoriser pour que tout se passe bien. C'est pas parce que c'est légalisé qu'automatiquement il y aura dépravation, tous les jeunes vont vouloir tomber enceintes à chaque fois juste pour vivre l'expérience. Mais bon, ils seront quand même conscients pour savoir faire la part des choses. Et bon, à l'endroit des jeunes, prenez vraiment responsabilisez vos vies et surtout faites les choix qui vont pas vous mettre dans les problèmes. Parce que après tout, vous avez le choix de faire ce que vous voulez de votre corps. Mais assurez-vous de bien faire les bons choix. Voilà, de bien faire les bons choix et de savoir vraiment à qui s'adresser. C'est vrai qu'on dit l'idéal serait qu'on ait des centres, mais il y a des ONG. Par exemple, avec Empower Ladies, quand les gens nous abordent, on essaie de discuter avec eux. Quand c'est trop compliqué, il y a des gens qui sont prêts à vous écouter sans jugement. Et quand c'est au-delà de mes capacités, je recommande à des personnes qui peuvent mieux faire. Donc, je me dis qu'à un moment, il ne faudrait pas qu'on se renferme, mais en tant que jeune, quand on sent qu'une personne en face peut nous apporter une solution ou des choses qu'on désire, essayons vraiment d'en parler à cette personne et ensemble nous allons trouver des solutions. D'accord, merci beaucoup Eric, très rapidement. Oui, merci beaucoup. Peut-être au moment de fin, je vais commencer par là où Amdia a terminé parce que moi je vais m'adresser surtout aux jeunes, à mes jeunes sœurs, parce que il faut que toutes les décisions que vous prendrez sur ce qu'est l'avortement, que ce soit votre décision à vous.
Que cette décision ne soit pas influencée par quelqu'un d'autre, que cette décision ne soit pas influencée par un petit ami irresponsable justement, et irresponsable justement, qui veut justement dire, ben, moi je ne veux pas de cette grossesse-là, il faut avorter parce que c'est très important. Oui, on dit, nous plaidons pour que l'avortement soit ouvert, soit permis, pour que ta santé soit préservée, et ta santé mentale comme physique, ou ta sociale aussi, mais il ne faut pas que parce que ce petit ami, tu veux forcer le garder, il dit, ben, si tu ne l'avortes pas, moi je ne serai pas responsable et je ne veux plus être avec toi, mais tu veux garder, tu vois, cet homme-là. Mais arrêtez, hein, parce qu'il y a une chose, il va t'enceinte, tu vas avorter, il va encore t'enceinte, il va te dire encore d'avorter, chaque fois tu vas avorter, c'est ta vie qui est en danger, c'est ta santé qui est en danger. Donc il faut quand même que tes décisions que tu vas prendre soient tes décisions à toi, qui ne sont pas influencés par quelqu'un d'autre, surtout quelqu'un d'irresponsable. L'autre aussi, je l'ai déjà dit, il faudrait que les politiques arrivent à faire ce pas-là, ce pas vers l'avant, en prenant en compte, en prenant en compte justement les besoins, les réalités actuelles sur le terrain. Merci. Merci beaucoup, Dr Ingrid. Merci beaucoup, Eric. Merci beaucoup, Amdia. Merci surtout à vous, chers téléspectateurs. J'espère que vous avez beaucoup appris sur l'avortement sécurisé et que nous sommes arrivés peut-être à délier un peu de vos craintes et que vous allez vous joindre à cette course et qu'avec l'aide de nos coutumes, de nos garants, surtout des us et coutumes et de notre politique, on va arriver à donner à chaque femme cette opportunité-là de décider pour elle-même. Prenez soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro sur votre chaîne Santé SOS Docteur TV.